Hop, l'enregistrement est lancé. Nous sommes toujours sur l'apprenti épouvanteur. Tome 1, du coup, de Joseph Delany, je sais pas comment on dit. Et c'est le chapitre 5. Donc, chapitre 5, Gobelins et sorcières. Tandis que nous marchions, les derniers nuages du matin effacèrent, et je remarquai un net changement. Même en hiver, le soleil brille parfois sur le comté. S'il ne nous réchauffe guère, il est cependant préférable à la pluie. Mais il est une période de l'année où l'on ressent tout à coup sa chaleur, et c'est comme le retour d'un ami. L'épouvanteur devait ruminer la même pensée, car il fit brusquement halte, me regarda de côté, et m'adressa un de ses rares sourires. Eh ben décidément, j'ai trop chaud, je commence déjà à bugger. Mais non, on n'entendra pas ronronner sur l'audio. Il fait pas assez de bruit, il ronronne fort, mais pas à ce point-là. Ta peau bleue, ah oui, mince, c'est vrai. C'est le premier jour du printemps, petit, me dit-il. Nous irons donc à Chipenden. Cela me parut curieux. Se rendit-il toujours à Chipenden le premier jour du printemps, et si oui, pourquoi? Je l'interrogeai. Oh, ce sont mes quartiers d'été, m'expliqua-t-il. Je passe l'hiver au bord de la Londe d'Anglezark, et l'été à Chipenden. Je n'ai jamais entendu parler d'Anglezark, c'est où? Dans le sud du comté, c'est là que je suis né. Nous avons vécu là-bas jusqu'à ce que mon père nous emmène à Horshaw. Je connaissais l'existence de Chipenden, ce qui me rassurait un peu. Je découvrais qu'en tant qu'apprenti d'un épouvanteur, j'allais voyager sans cesse et devrais apprendre à m'orienter. Nous changeâmes donc de cap, nous dirigeant vers les lointaines collines du nord-est, et je ne posais pas d'autres questions. Cette nuit-là, alors que nous étions abrités dans une grange et que notre souper s'était résumé une fois encore à quelques bouchées de fromage jaune, mon estomac protesta violemment. Coucou Daimaris, comment ça va? Have a good night, Shenko, and thank you a lot. Take care. Prends soin de toi. Bienvenue à toi, oui, toi qui viens de t'abonner. Coucou Coco Kenej, c'est comme ça qu'on prononce? Bienvenue parmi nous, installe-toi confortablement en espérant que tu te sentiras bien ici. Merci de nous avoir rejoints. Je me demandais où nous logerions à Chipenden, et si nous prendrions enfin un repas convenable. Je ne connaissais personne qui y soit allé. Bon Lurk, yo à toi. Je ne connaissais personne qui y soit allé, mais on en parlait comme d'un lieu peu accueillant, isolé quelque part dans le creux des lointaines collines. Dans la ligne pourpre et grise était à peine visible... Attends. De la lointaine colline, dont la ligne pourpre et grise... On va relire toute la phrase carrément. Je me demandais où nous logerions à Chipenden, et si nous prendrions enfin un repas convenable. Je ne connaissais personne qui y soit allé, mais on en parlait comme d'un lieu peu accueillant, isolé quelque part dans le creux des lointaines collines, dont la ligne pourpre et grise était à peine visible depuis la ferme de mon père. Ces collines m'évoquaient toujours de grosses bêtes assoupies, sans doute à cause des histoires que me contait l'un de mes oncles. La nuit, prétendait-il, elle s'agite, et le lendemain matin, les villages entiers avaient disparu de la surface de la terre, réduits en poussière sous leur poids. Le matin suivant, des nuages d'un gris sombre cachaient de nouveau le soleil. Nous ne verrions sans doute pas de sitôt une deuxième journée de printemps. Le vent s'était levé, faisant claquer nos vêtements, bousculant les vols d'oiseaux dans le ciel, tandis que les nuages semblaient se courser pour cacher plus vite le sommet des collines. Nous gravissions la route en pente à pas lents, et ce rythme convenait, car j'avais des ampoules au talon. La journée était donc bien avancée quand nous approchâmes de Chipenden et la lumière commençait à baisser. Le vent soufflait toujours, mais le ciel s'éclaircissait, et la crête pourpre des collines se détachait sur l'horizon. L'épouvanteur n'avait guère été bavard durant le voyage. Il s'anima soudain en me désignant les sommets un à un. Il y avait le pic de Parlik, le plus proche de Chipenden, et d'autres plus ou moins éloignés, qui avaient pour nom Mont-Mélor. Faut que je tourne la page. La Selle ou la colline aux loups. Je demanda à mon maître s'il y avait encore des loups à cet endroit. Il eut un sourire inquiétant. On ne sait jamais ce qui peut se passer par ici, petit.
Nous devons toujours rester sur nos gardes. » Lorsque les premiers toits du village furent en vue, l'épouvanteur me montra du doigt un sentier, à l'écart de la route, le long d'un ruisseau qui dévalait la colline en gargouillant. « Ma maison est par là, » dit-il. « Le chemin est un peu long, mais ce détour nous évite la traversée du village. J'aime autant garder mes distances avec les gens d'ici. D'ailleurs, eux-mêmes trouvent cela préférable. » Je me souviens encore une fois de l'avertissement de Jack, et mon cœur se serra. Mon frère avait raison. Un épouvanteur vit et travaille seul. Il ne peut compter que sur lui-même. Je suis un homme, fut ce là. Je ne suis pas censé savoir faire deux choses en même temps. Voyons, je ne suis pas en train de caresser le chat et lire le livre. Des arbustes rachitiques poussaient sur les berges, agrippés à la pente pour résister au vent. Celui-ci faiblit jusqu'à n'être plus qu'un lointain soupir, lorsque nous pénétrâmes dans un bois de frênes et de sycomores. Je n'y vis d'abord qu'une simple futaie, nous protégeant des rafales. Puis je compris qu'il s'agissait de bien autre chose. J'avais déjà remarqué de temps à autre que certains arbres sont particulièrement bruyants. Leurs branches craquent, leurs feuilles chuchotent, tandis que d'autres n'émettent presque aucun son. J'entendais le souffle du vent au-dessus de nos têtes, mais, dans le sous-bois, le seul bruit perceptible était celui de nos bottes. L'endroit était étrangement calme, tous ces arbres et un tel silence. Un frisson me parcourut le dos lorsque l'idée me vint qu'ils nous écoutaient. Nous entrâmes alors dans une clairière. Devant nous, il y avait une maison. On apercevait que son toit et son étage supérieur, dans la taie d'aubépine qui l'entourait, On apercevait que son toit et son étage supérieur, tant la taie d'aubépine qui l'entourait était haute. Le filet de fumée blanche qui sortait de la cheminée tombait tout droit. Puis, ayant dépassé la cime des arbres, elle était dispersée par le vent, qui la chassait vers l'est. La maison et le jardin étaient nichés dans un vallon, au bas de la colline. On aurait dit un géant obligeant avait... On aurait dit qu'un géant obligeant avait creusé le sol du tranchant de son énorme pogne. Je suivis l'épouvanteur jusqu'à un portail de fer qui ne m'arrivait pas plus haut que la ceinture. Il était repeint de frais, d'un vert si vif que je me demandais si le badigeon avait eu le temps de sécher. Mon maître tendit la main. Il se passa alors une chose qui me coupa le souffle. Sans que l'épouvanteur ait touché le loquet, celui-ci se souleva, et la grille pivota sur ses gonds, comme manœuvrée par un bras invisible. J'entendis mon maître dire... « Merci. » La porte de la maison, elle, ne s'ouvrit pas toute seule. L'épouvanteur dut tourner dans la serrure une grosse clé qu'il avait tirée de sa poche, identique à celle qui avait déverrouillé la porte de la maison hantée. « C'est la clé que vous avez utilisée à Orchaud ?» remarquai-je. Il me regarda du coin de l'œil en me poussant la porte. « Oui, petit. Mon frère, le serrurier, l'a fabriquée pour moi. Elle ouvre la plupart des serrures, tant qu'elles ne sont pas trop compliquées. C'est très utile pour le travail qui est le nôtre. » Le battant tourna avec force craquement et grincement, et je pénétrai derrière mon maître dans une petite entrée sombre. On devinait sur la droite un escalier raide, et sur la gauche un étroit corridor au sol carrelé. « Laisse les sacs au pied de l'escalier, » m'ordonna l'épouvanteur. « Et viens, ne l'embine pas. J'aime manger bien chaud. » Je me débarrassai donc de son sac et de mon baluchon, et le suivis dans le couloir menant à la cuisine d'où venait une odeur fort appétissante. En entrant dans la pièce, je ne fus pas déçu. Elle me rappelait la cuisine de maman. Des pots d'herbes aromatiques étaient alignés sur le rebord de la fenêtre. Les derniers rayons de soleil qui passaient entre les feuilles tachaient les murs d'ombre mouvante. Un bon feu flambait dans la cheminée d'angle, répandant une douce chaleur. Au centre, sur une massive table en chêne, deux larges assiettes étaient disposées.
Au milieu de la table attendaient 5 plats. Eh, qu'est-ce qui se passe, mon grand? Ça te gratte? T'as un truc dans l'œil? Tu me montres? Oui, ça gratte fort, hein. Tu vas pas te gratter ailleurs, hein, s'il te plaît. T'as envie de rester là, mais il n'y a pas de place, c'est ça? Voilà, t'as de la place, c'est bon. Pardon. Chut, t'inquiète pas, il suffit de bouger un petit peu les objets ici, et hop, t'es tranquille. Voilà. Ça y est, vous êtes libérés, vous n'avez plus le chat. Et donc... Un bon feu flambait dans la cheminée d'angle, répandant une douce chaleur. Au centre, sur une massive table en chêne, 2 larges assiettes étaient disposées. Au milieu de la table attendaient 5 plats de service chargés de mets, à côté d'une saucière remplie jusqu'au col de jus de viande fumant. « Assieds-toi, petit, et mange !» m'invita l'épouvanteur. Il n'eut pas besoin de me le dire 2 fois. Il me servit 2 gros morceaux de poulet et d'énormes tranches de bœuf, y ajouta une montagne de légumes et de pommes de terre rôties. Je recouvris le tout d'une sauce délicieusement parfumée. Seule maman aurait su en faire une meilleure. Je me demandais où était la cuisinière et comment elle avait prévu l'heure exacte de notre arrivée pour que tout soit chaud et sur la table au bon moment. Ma tête était pleine de questions, mais j'étais si fatigué que je consacrais toute l'énergie qui me restait à manger. « Ça t'a plu ?» s'enquit l'épouvanteur, quand je vidais mon assiette. Je hochai la tête trop repue pour parler, j'avais sommeil. « Après un régime de fromage, c'est agréable de retrouver la maison et un bon repas. Chaud, dit-il. On est bien nourri ici. On reprend des forces en prévision des temps où il faut travailler. » J'opinai de nouveau et bâillai. Il continua. « Nous aurons beaucoup à faire demain, alors va te coucher. Ta chambre est celle avec une porte verte à l'étage, dors bien. Mais ne va surtout pas te promener dans la maison pendant la nuit. Au matin, tu entendras sonner la cloche du petit déjeuner. Tu descendras aussitôt. Lorsque quelqu'un se donne du mal pour préparer les bonnes choses, il ne s'agit pas de le froisser en le laissant refroidir. Ne descends pas trop non plus. Pas trop tôt non plus. Ce ne serait pas mieux. » Qu'est-ce qu'il y a? T'as le cœur qui bat trop vite? Je caresse le chat. Reste calme. J'acquiesciai, le remerciai pour ce souper et retournai dans l'entrée. Le sac de l'épouvanteur et mon baluchon n'y étaient plus. Tout en me demandant qui les avait emportés, je montai les marches pour aller me coucher. Ma nouvelle chambre était... C'est incroyable qu'on entend autant les voitures. Ma nouvelle chambre était bien plus grande que celle où je dormais à la ferme, et que j'avais longtemps partagée avec 2 de mes frères. Celle-ci contenait un lit, une petite table avec un chandelier, une chaise, une commode, et on avait encore largement la place de circuler. Mon baluchon m'attendait, posé sur la commode. Face à la porte, une autre fenêtre à guillotine semblait fermée depuis des années. Le verre des carreaux était si épais et si irrégulier que le paysage, vu au travers, se déformait en volutes de couleurs. Le lit était poussé contre le mur, juste en dessous. J'ôtai mes bottes, m'agenouillai sur l'édredon et tâchai de soulever le panneau du bas. Quoique un peu dur, il céda plus facilement que je ne m'y attendais. Je le relevai à petits coups, juste assez pour passer la tête au dehors et observer les alentours. Je vis une large pelouse divisée en 2 par une allée recouverte de gravier blanc qui menait dans le sous-bois à travers une ouverture dans la haie. En arrivant, j'avais pensé que le jardin était totalement entouré par cette barrière d'aubépines. Je m'étais trompé. Sur la droite, par-delà la cime des arbres, on apercevait la colline. La première paraissait si proche qu'il me semblait pouvoir la toucher. J'inspirai une grande goulée d'air frais chargée d'une bonne odeur d'herbe. Puis, je rentrai la tête et m'occupai à déballer mes affaires. Elle tenait à l'aise dans un seul tiroir de commode. En la refermant, je remarquai des suites de mots sur le mur du fond, dans l'ombre du lit.
Il y a un petit plumeau là. Je m'approchai. Le mur était couvert de noms, tracés à l'encre noire sur le plâtre nu. Certains étaient plus grands que les autres, comme si ceux qui les avaient écrits avaient une autre estime d'eux-mêmes. Beaucoup s'étaient à moitié effacés au fil du temps, et je me demandais si c'étaient ceux des apprentis qui avaient dormi dans cette chambre. Devrais-je ajouter le mien, ou me fallait-il attendre la fin du mois quand je saurais si l'emprumonteur me gardait? Je ne possédais ni encre ni plume, aussi résolus-je d'y penser plus tard, mais j'examinai les noms avec attention, cherchant lequel paraissait le plus récent. J'en conclus que c'était Billy Bradley. Les lettres étaient très nettes, tassées dans un tout petit espace du mur, là où il restait un peu de place. Je me demandais ce que Billy pouvait bien faire à présent. J'avais sommeil et j'étais fatigué. Les draps étaient propres, le lit confortable. Je me déshabillai donc, et à peine la tête sur l'oreiller, je m'endormis. Lorsque je rouvris les yeux, le soleil entrait à flot par la fenêtre. Un bruit m'avait réveillé au bas, un bruit m'avait réveillé au beau milieu d'un rêve, sans doute la cloche du petit déjeuner. Cependant, j'étais perplexe. La cloche avait-elle réellement sonné, ou l'avais-je rêvé? Comment savoir? Qu'étais-je censé faire? Que je descende trop tôt ou trop tard, je mécontenterais la cuisinière. Je décidai que j'avais entendu la cloche. Je m'habillai donc et descendis. Depuis l'escalier me parvenaient des bruits de pots et de casseroles montant de la cuisine. Pourtant, au moment où je passai la porte, la maison retomba dans un profond silence. Je commis alors une erreur. J'aurais dû remonter aussitôt dans ma chambre, car il était clair que le petit déjeuner n'était pas prêt. La table du souper avait été débarrassée, mais le couvert n'était pas mis, et la cheminée était pleine de cendres refroidies. De fait, la cuisine était glaciale, et le pire était qu'elle me semblait plus froide à chaque seconde. Mon erreur fut d'avancer d'un pas vers la table. Un bruit étrange s'éleva dans mon dos. Pas de doute, c'était un sifflement de colère, et il avait retenti tout près de mon oreille gauche, si près que je sentis même un souffle dans mon cou. L'épouvanteur m'avait enjoint de ne pas descendre trop tôt. Je compris que j'étais en danger. À peine avais-je eu cette pensée que je reçus un violent coup sur la nuque. Je titubai vers la porte, manquant de peu de m'écrouler. Je n'avais pas besoin d'un autre avertissement. Je sortis de la cuisine en courant et remontai les escaliers. À mi-étage, je me figeai. Quelqu'un m'attendait sur le palier, une silhouette imposante se dessinant à contre-jour dans l'embrasure de la porte. J'hésitai, ne sachant quel parti prendre, quand le son d'une voix familière me rassura. C'était l'épouvanteur. Je le voyais pour la première fois sans son grand manteau. Il était vêtu d'un pantalon gris et d'une tunique noire, et je découvris que, en dépit de sa haute taille et de ses larges épaules, c'était un homme mince. Avec la chaleur, je perds mes lunettes. Sans doute à cause de ces longues périodes où il se nourrissait que de fromage. Il me rappelait les meilleurs laboureurs lorsqu'ils avancent en âge. Certains sans pâte, mais la plupart, comme ceux que mon père engageait pour la moisson, depuis que 5 de mes frères avaient quitté la ferme, étaient secs et musclés. Moins de graisse, plus de force, disait toujours papa. Et, en regardant l'épouvanteur, je comprenais pourquoi il était capable de marcher sur d'aussi longues distances sans ralentir le pas. « Je t'avais pourtant demandé de ne pas descendre trop tôt, » remarqua-t-il d'une voix tranquille. « Tu t'es fait boxer les oreilles, n'est-ce pas? Que cela te serve d'avertissement, petit. La prochaine fois, ça pourrait être pire. » « J'ai cru avoir entendu la cloche, » me défendis-je. « Mais c'était sans doute en rêve. » L'épouvanteur rit doucement. « Voilà l'une des premières leçons d'un futur épouvanteur. Apprendre à reconnaître si on rêve ou si on est éveillé. Certains n'y réussissent jamais. » Il descendit quelques marches et me tapota l'épaule. « Viens, je vais te montrer le jardin. Il faut bien commencer ton instruction quelque part, et cela nous aidera à patienter jusqu'au petit déjeuner. » Mon maître me fit passer par la porte de derrière, et je constatai que le jardin était beaucoup plus grand que je l'avais cru. Nous marchâmes vers l'est, clignotant des yeux à cause du soleil matinal.
et atteignîmes la pelouse coupée vers la par l'allée du gravier. Putain, j'arrive pas à lire. Et atteignîmes la pelouse coupée par l'allée de gravier. Il me faut de l'eau. De l'eau. Eh ben, ça fait du bien. En réalité, M'expliqua l'épouvanteur. il y a 3 jardins où l'on accède par une allée comme celle-ci. Nous visiterons d'abord celui qui donne à l'est. Au lever du soleil, on y est en sécurité. Mais ne t'y aventure pas à la tombée de la nuit. C'est dans une excellente raison. Et en tout cas, jamais seul. Un peu nerveux, je suivis mon maître vers la lisière du bois. À proximité des arbres, l'herbe était plus haute et piquetée de jacinthes sauvages. J'ai toujours aimé les jacinthes, parce qu'elles fleurissent au printemps et annoncent le retour des beaux jours. Mais à cet instant, je ne leur accordais même pas un regard. Des branches cachaient le soleil et l'air se refroidit brusquement, ce qui me rappela ma mésaventure dans la cuisine. Cette partie du bois avait quelque chose d'étrange et de menaçant, et plus nous avancions, plus la température baissait. Coucou Zwartalfart, comment vas-tu? Il y avait des nids de corneilles au-dessus de nos têtes, et leurs cris rauques et furieux me firent frissonner autant que le froid. Leur voix était aussi peu harmonieuse que celle de mon père, qui se mettait toujours à chanter quand nous terminions la traite. Si le lait tournait, maman disait que c'était sa faute. L'épouvanteur s'arrêta et désigna quelque chose par terre, 5 pas devant nous. « Qu'est-ce que c'est » me demanda... « Qu'est-ce que c'est » me demanda-t-il à voix basse. L'herbe avait été arrachée et au centre d'un large cercle de terre nue, il y avait une petite pierre tombale. Plantée verticalement, elle penchait légèrement sur la gauche. Devant la stèle, une portion de sol était délimitée par des pierres moins hautes. C'était tout à fait inhabituel. Or, il y avait plus étrange encore. 13 épais barreaux de fer étaient fermement fixés aux pierres de pour... Pardon. Ça m'agace parce que comme j'ai trop chaud, mes lunettes descendent petit à petit et ça me gêne. Parce que du coup, je suis plus en train de lire dans le centre du verre. Or, il y avait plus étrange encore. 13 épais barreaux de fer étaient fermement fixés aux pierres du pourtour par de gros verrous. Je les comptai 2 fois pour être sûr. « Eh bien, petit, je t'ai posé une question. Qu'est-ce que c'est » J'avais la bouche si sèche que j'ai réussi tout juste à coincer 2 mots. « Une tombe. » Bonne réponse. Remarques-tu quelque chose de particulier ? Je hochai la tête, incapable d'en dire plus. L'épouvanteur sourit et me tapota l'épaule. Tu n'as aucune raison d'avoir peur, il n'y a là qu'une sorcière morte et pas des plus puissantes. Comme elle ne pouvait reposer dans une terre bénie, on l'avait enterrée en dehors du cimetière, à quelques miles d'ici. Mais elle a réussi à se libérer, je l'ai sermonnée, et comme elle ne voulait rien entendre, je l'ai bouclée là. Les gens du pays se sentent plus tranquilles, ils peuvent aller et venir en paix. Ils n'aiment pas s'embarrasser de soucis de ce genre, c'est notre tâche à nous. J'opinai de nouveau et m'aperçus soudain que j'avais cessé de respirer. J'aspirais une longue goulée d'air. Mon cœur cognait follement et je tremblais de la tête aux pieds. Oh, elle n'est plus guère dangereuse maintenant, continua mon maître. De temps à autre, à la pleine lune, on l'entend s'agiter, mais elle n'a pas assez de force pour atteindre la surface, et les barres de fer l'empêcheraient de sortir de toute façon. Il y a pire un peu plus loin sous les arbres. Il tendit le doigt vers l'est. Qu'on ne vint pas et tu y seras. Pire ? Qu'est-ce qui pouvait être pire ? Je devinais qu'il ne tarderait pas à me le dire. Il y a là 2 autres sorcières, m'apprit-il en effet. L'une morte, l'autre vivante. La morte est enterrée verticalement la tête en bas. Malgré ça, 1 ou 2 fois par an, il faut renforcer les barres sur sa tombe. Ne t'en approche jamais après le crépuscule. Pourquoi la tête en bas ? Demandai-je. Bonne question, petit. L'esprit d'une sorcière morte, vois-tu, se réfugie dans ses os. Certains n'ont même pas conscience d'être mortes. Les enterrer la tête en bas suffit généralement à les faire tenir tranquilles. Mais les sorcières ont chacune leur caractère. Certaines se montrent particulièrement têtues. On dirait qu'elles cherchent à renaître. Il faut donc leur rendre les choses les plus difficiles possibles en les enterrant dans le mauvais sens.
Venir au monde les pieds devant n'est pas une chose aisée, ni pour un bébé, ni pour une sorcière. Toutefois, celle-ci reste dangereuse, ne t'en approche pas. Quant à la vivante, tiens-t'en à bonne distance. Morte, elle serait encore plus dangereuse car une sorcière aussi puissante n'aurait aucun mal à revenir de l'au-delà. C'est pourquoi nous la gardons au fond d'un puits. Elle s'appelle Mère Malkin. On l'entend sans cesse chuchoter en parlant à elle-même. C'est l'être le plus maléfique qui soit. Elle est dans ce puits depuis fort longtemps et une partie de ses pouvoirs se sont dissous dans la terre. Mais elle serait enchantée de mettre la main sur un gamin dans ton genre. Aussi, je te le répète, reste à bonne distance. Promets-moi de ne jamais l'approcher. Je veux t'entendre le dire. Je ne promets de pas m'en approcher, murmurai-je, affreusement mal à l'aise. Cela me paraissait bien cruel de garder dans un trou une créature vivante, fût-elle sorcière. J'étais sûr que cette méthode ne plairait pas à maman. C'est bien, mon garçon. Je ne veux plus voir se reproduire un incident comme celui de ce matin. Il pourrait arriver pire que de te faire boxer les oreilles. Bien pire. Il me l'avait déjà dit et je le croyais. Je n'avais pas besoin qu'il me le répète. Heureusement, il avait d'autres choses à me montrer et il ne revint pas sur la question. Nous sortîmes du bois et il me mana vers une autre pelouse. « Voici le jardin sud, » dit-il. « N'y viens pas non plus le soir venu. » Là aussi, une allée menait vers le bois. Ting, c'est chiant. Bon courage, c'est pas l'heure. Là aussi, une allée menait vers le bois. Le soleil fut caché dans un épais branchage et l'air se refroidit. Nous approchions d'une chose mauvaise. L'épouvanteur s'arrêta à 10 pas d'une dalle, près des racines noueuses d'un chêne. Elle couvrait une surface beaucoup plus grande que celle d'une tombe ordinaire, et, à en juger d'après les hauteurs de pierre qui dépassaient le sol, elle devait être très épaisse. « Qu'est-ce qui est enterré là, à ton avis ?» me demanda l'épouvanteur. Je fis de mon mieux pour répondre d'un ton assuré. « Une autre sorcière ?»« Non. On n'a pas besoin d'une telle pierre pour retenir une sorcière. Le fer y suffit. Le fer y suffit généralement. Or, la créature qui est là-dessous se glisserait en un clin d'œil entre des barres métalliques. Examine attentivement cette dalle. Vois-tu l'inscription gravée dessus ?» Ah, c'est un bêta. 1. Grégory. C'est bien le bêta. J'acquiesçai, je reconnaissais la lettre, mais j'ignorais ce qu'elle représentait. « C'est le bêta grec, » dit l'épouvanteur. « La lettre que nous utilisons pour désigner un gobelin. La ligne diagonale signifie qu'un artifice le retient sous cette dalle. À la droite de la lettre, le chiffre romain 1. L'échelon le plus haut signale une créature extrêmement dangereuse. On utilise un classement de 1 à 10. Souviens-t'en, un jour ou l'autre, cela peut te sauver la vie. Un être classé 10 a si peu de pouvoir qu'on remarque à peine sa présence. Celui qui est classé 1 est en mesure de te tuer. J'ai dépensé une fortune pour faire transporter cette dalle jusqu'ici, mais ça valait le coup. Ce gobelin est étroitement emprisonné. Désormais, il ne bougera pas d'ici avant que sonne la trompette du jugement dernier. Tu auras beaucoup à apprendre à propos des gobelins, mon garçon, et je vais commencer ton instruction tout de suite après le petit déjeuner. Un gobelin en liberté peut parcourir des milles, usant partout de sa malignité. Si un gobelin particulièrement gênant refuse d'entendre raison, ton travail est de trouver l'artifice capable de l'entraver définitivement, ce qui est, tu t'en doutes, plus facile à dire qu'à faire. Et coucou Skyjo, comment ça va ? L'épouvanteur fronça les sourcils comme si une pensée désagréable le frappait soudain. « Un de mes apprentis a eu de sérieux ennuis en tentant de neutraliser un gobelin, » fit-il d'un ton lourd de tristesse. « Mais ce n'est que ton premier jour ici, nous en reparlerons plus tard. » Au même instant, une cloche sonna au loin. L'épouvanteur sourit. « Sommes-nous éveillés ou endormis ?» me demanda-t-il. « Éveillés ? Tu en es sûr ?» Je hochai la tête. « En ce cas, allons déjeuner, je te montrerai l'autre jardin quand tu auras le ventre plein. » Fin du chapitre. La suite, plus tard.